Chers athlètes, chers cyclistes, chers parents, je reviens vers vous aujourd'hui avec cette fois une présentation pour ma part sur la hiérarchisation de l'entraînement. Le thème d'aujourd'hui est un sujet qui me tient très à cœur puisqu'il s'agit de la répartition des intensités de l'entraînement. Si l'on jette un petit coup d'œil sur la hiérarchie de l'entraînement, on peut remarquer assez vite que la répartition de l'intensité est un thème qui a une certaine importance. Avant de parler de la répartition des intensités, il faut tout d'abord se mettre d'accord sur le terme intensité. Rappelez-vous pour cela la présentation de Michael sur la quantification de l'entraînement. En se basant sur une certaine mesure, comme par exemple la fréquence cardiaque, mais ça peut être les watts, ça peut être le RPE, le ressenti de Borg, et avec ça on peut séparer les intensités en différentes zones d'entraînement. Dans ma présentation, le focus sera mis sur le modèle de 3 zones d'entraînement. Si un cycliste s'entraîne dans la zone 1, il va pouvoir faire beaucoup d'entraînement, c'est-à-dire en termes d'heures, jusqu'à quasiment 24 heures d'effort. Mais par contre, s'il s'entraînera dans la zone 3, au bout de 15-20 minutes, ses jambes vont commencer à brûler et il sera très vite fatigué. C'est parfois très compliqué de classer un entraînement en fonction de l'intensité. Car en fait, il existe plusieurs manières de classer ces entraînements. Et ces différentes méthodes peuvent parfois apporter des résultats complètement différents, et chaque méthode a bien sûr ses forces et ses faiblesses. Prenons l'exemple de cette semaine type. Si l'on classe les entraînements en fonction du temps passé dans chaque zone, voilà le résultat. Si on prend par exemple une autre approche, la plus couramment utilisée, c'est celle basée sur le temps passé dans chaque zone en fonction de la fréquence cardiaque. Le problème avec cette méthode, c'est qu'elle sous-évalue le temps passé dans la zone 3. Il faut souvent jusqu'à 1 minute pour que la fréquence cardiaque atteigne la zone 3. Et donc on perd à chaque fois 1 minute quasiment. Une autre approche est basée, elle, sur le thème de l'entraînement. Donc le thème principal de l'entraînement. Sans prendre en compte ni l'échauffement, ni le cool-down, ni les pauses entre les séries. Donc on voit qu'on obtient des résultats qui sont ultra différents entre la Session Goal Approach ou la Earth Rate Time in Zone Approach. Et toi, en fonction des différentes répartitions, à quoi ressemble ton entraînement? La littérature est quant à elle assez unanime sur le sujet. En fonction des différentes méthodes de quantification de l'entraînement utilisées, la manière dite polarisée, c'est celle qui va améliorer le mieux les différentes variables physiologiques clés de la performance. C'est ainsi qu'on arrive à cette fameuse règle des 80-20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 80% de l'entraînement devrait se passer dans la zone 1, donc avec beaucoup de volume et une intensité basse, et les 20% restants répartis dans les zones 2 et 3, ce qui nous donne environ 2 entraînements de HIIT par semaine. Maintenant, si l'on va un peu plus dans les détails et qu'on regarde ce que font réellement les athlètes de haut niveau, on voit que la répartition des intensités varie également d'une période à une autre. Donc il commence avec la phase de préparation, avec beaucoup de volume et très peu d'intensité. Puis on arrive gentiment sur un modèle dit pyramidal et enfin en période de compétition dans une répartition type polarisée. Bien, maintenant je vais essayer de vous démontrer pourquoi est-ce que l'entraînement dit polarisé est celle qui rapporte le plus de résultats. Voici pour cela une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse de plusieurs études où on a tenté de déterminer l'effet des différents entraînements sur 2 groupes de personnes distinctes. Le premier groupe était composé de sédentaires et le deuxième groupe était composé de personnes déjà bien entraînées. En vert, les sédentaires, en rouge, les déjà bien entraînés. Chaque groupe était ensuite classé en sous-groupes, en 4 sous-groupes, et suivait des interventions particulières. Important à noter que plus l'histogramme est haut, plus les capacités de performance seront élevées, vont augmenter. Le premier sous-groupe, c'est le groupe des non-entraînés, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas entraînés du tout. Donc on ne voit pas d'amélioration de la performance. Le deuxième groupe était le groupe de la zone 1, donc uniquement des entraînements de type zone 1, amélioration de la performance. Zone 2, un entraînement dit pyramidal, augmentation de la performance également. Zone 3, c'est-à-dire un entraînement type polarisé, également augmentation de la performance. Donc pour les sédentaires, tous les entraînements amenaient une augmentation de la performance. Maintenant, chez les entraînés, la même chose. Le groupe des entraînés, des entraînements, on voit qu'il y a une diminution même des capacités de performance, qui est assez logique.
l'entraînement en zone 1, entraînement en zone 2 et entraînement en zone 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à travers cela? En conclusion, on peut dire que les personnes dites sédentaires répondent beaucoup mieux au stimulus de l'entraînement, puisqu'on voit qu'ils se sont beaucoup plus entraînés, qu'ils ont beaucoup plus augmenté leur capacité de performance en comparaison avec les personnes déjà entraînées. Cependant, pour les personnes déjà entraînées, un entraînement au-dessus du seuil ventilatoire, soit en zone 3, était vraiment nécessaire pour créer un stimulus suffisant pour créer des adaptations. On voit qu'il n'y a vraiment que l'intervention 3, donc de l'intervention dite polarisée, où on a vu une augmentation de la performance, les autres pas. Voici encore une autre méta-analyse qui tend à confirmer que les effets de l'entraînement intensif en comparaison avec un entraînement uniquement en endurance de base, en zone 1, améliorent mieux la capacité maximale d'utilisation de l'oxygène, c'est-à-dire la VO2 max. Donc on voit que l'entraînement fonctionne, oui, mais pas pour tout le monde de la même manière. On a vu que pour les sédentaires, n'importe quel entraînement suffisait pour augmenter la performance, et de manière très élevée, mais que les entraînements de type intensif étaient nécessaires pour voir une augmentation de la performance chez les personnes déjà bien entraînées. Maintenant qu'on a vu que les entraînements en intervalle étaient nécessaires pour augmenter les capacités de performance chez les cyclistes déjà bien entraînés, on peut s'atteler à se dire quel est l'exercice optimal pour pouvoir augmenter mes performances. Seiler a comparé différentes formes d'intervalles. Il a pris le 4 x 4 minutes, 4 x 8 minutes, 4 x 6 minutes et le groupe contrôle, dit low, où ils ont juste fait des entraînements zone 1. Il est important de dire que l'intensité de ces exercices ont été de type iso-effort, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque intervalle, l'intensité de chaque est déterminée de telle manière à ce que l'athlète arrive au bout de la dernière intervalle en étant complètement à fond. De manière très intéressante, c'est le 4 x 8 minutes qui semble être le type d'exercice ayant le plus augmenté toutes les variables physiologiques, que ce soit la VO2 max, la puissance à VO2 max, on limite à 80% de la VO2 max, etc., etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les adaptations à un stimulus du type HIIT, donc en intervalle, dépendent à la fois de l'intensité, mais également de la durée totale de l'intensité cumulée. C'est-à-dire que 4 x 8 minutes est égal à 32 minutes passées à une certaine intensité. L'intensité ici était 90% de max. En conclusion, il apparaît clair que l'entraînement dit polarisé semble être l'approche optimale puisqu'il allie des entraînements longs à basse intensité et des entraînements courts mais à très haute intensité, avec en tout un volume d'entraînement total important. Cependant, on ne connaît encore pas très bien le processus physiologique qui se cache là derrière, et de plus amples recherches doivent être faites pour comprendre comment manipuler au mieux les programmes d'entraînement. Je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous les poser soit dans les commentaires, soit à travers la story qui suit. Restez en santé, salut!